Cyril Malka, Son divan. Cyril Malka, Son divan. Cyril Malka, Son divan. Alors bonsoir et bienvenue donc à ce nouveau webinaire où nous allons voir un petit peu ce qu'on appelle l'oniomanie. L'oniomanie, c'est en fin de compte ce qu'on pourrait appeler les achats compulsifs. C'est ce qu'on pourrait acheter aussi, remarquez. Alors ça vient du grec onios qui veut dire vendre et puis donc mania qui est donc la folie. Et en fin de compte, c'était un peu plus coton de préparer ce webinaire que je l'aurais cru parce que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, comme on verra, et très peu de statistiques également. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas trop planché, en quelque sorte, ni dans le domaine psychologique, ni dans la psychologie sociale. En fin de compte, on n'a pas fait grand-chose là-dedans. Il y a très peu d'études. Mais en gros, l'oniomanie, c'est l'obsession du comportement d'achat qui entraîne des conséquences néfastes. C'est-à-dire que c'est un achat, on a envie d'acheter, c'est vécu comme un besoin tout à fait irrésistible et incontrôlable et qui fait qu'on fait des achats excessifs qui coûtent beaucoup d'argent, aussi qui prend beaucoup de temps, parce que comme on le verra un petit peu plus tard, c'est tout un processus en fin de compte. Et qui en plus est provoqué par une affectivité négative. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est heureux et parce que, bah tiens, maintenant on va acheter ça, etc. C'est en fin de compte provoqué par justement un affect ou une situation négative. Et généralement, ça mène malheureusement à des troubles donc, psychologiques d'un côté, comme on le verra, mais en plus de ça, des problèmes familiaux et puis des difficultés financières, et ça peut mener très loin. Et là est une discussion, ça aussi on y reviendra dans un instant, que la plupart des personnes qui sont atteintes de ce trouble ou d'oniomanie répondent dans beaucoup de points à des critères des troubles de la personnalité, tels que troubles de la personnalité narcissique, ou etc. etc. Les psys ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet. Il y en a qui vont plutôt considérer ça comme une variante des troubles de la dépendance. Ils vont dire les achats compulsifs, l'oniomanie, ça n'est pas un trouble de la personnalité, ça n'est pas une entité en elle-même, mais c'est tout simplement une dépendance. Au lieu d'être dépendant au jeu ou à l'alcool, on est dépendant aux achats. Ne pas confondre l'oniomanie avec les achats impulsifs. Des achats qu'on peut faire, oh tiens, tout d'un coup j'ai envie d'acheter ça et je l'achète. Les achats compulsifs, c'est tout un processus qui, en fin de compte, dure beaucoup plus longtemps et qui a plusieurs facettes que l'achat impulsif et qui a aussi des côtés négatifs, alors que l'achat impulsif n'en a pas nécessairement, autre que le prix que l'on peut payer pour certaines choses, bien entendu. Il y a quelques statistiques qui peuvent être intéressantes. Apparemment, alors, même principe. Alors, les statistiques françaises, c'est niette, j'en ai pas trouvé. Absolument rien trouvé là-dessus. J'ai trouvé des statistiques des États-Unis. Il y en a pas mal sur le sujet. Et puis, j'en ai trouvé donc quelques-unes qui venaient donc du Royaume-Uni. Et je me suis dit, bon, bah, ça correspond quand même un peu plus à l'Europe. Donc, j'ai préféré prendre ces statistiques-là, étant quand même dans le continent européen plus que dans le continent américain. Mais là encore, c'est un petit peu, comme les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur la définition, c'est un petit peu un foutoir. Mais en Grande-Bretagne, on dira que ça affecte entre 8 et 16% de la population de Grande-Bretagne, ce qui est quand même une marge assez, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, quoi. Plus de 37% des acheteurs ont dit avoir culpabilisé après l'achat. Et ça, c'est un phénomène que l'on reverra plus tard, quand on verra la décomposition de ce genre de personnalité. Et ça va être
une constante dans le trouble de l'oniomanie, justement, c'est la culpabilité d'avoir acheté. Alors, l'âge moyen de l'acheteur, généralement, c'est aux environs de 30 ans. On va dire. Ça va être l'âge moyen. Ça peut être plus tôt, bien entendu. Environ 85% des oniomaniaques, excusez-moi, s'inquiètent de leur niveau d'endettement. C'est-à-dire que c'est une manie, c'est une folie, entre guillemets, de l'achat, mais les gens se rendent bien compte qu'ils sont sur une mauvaise pente et ils sont inquiets de leur niveau d'endettement, ce qui va les mener justement à cacher leur manie, leur habitude d'achat, justement parce qu'ils savent que, ou alors ils vont acheter des choses pas chères, mais ils vont en acheter beaucoup. Euh, il y a une inquiétude sur ce niveau-là. 33% des oniomaniaques sont critiqués par leurs proches, que ce soit leurs amis ou que ce soit la famille, etc. Donc ils savent qu'il y a un problème et les autres le voient et donnent des critiques. Mais généralement, il est plus difficile de se mêler de ce que les gens font de leur argent. Je veux dire, si vous avez un membre de votre famille qui a un problème de drogue ou un problème d'alcool, c'est quand même plus facile d'en parler en lui disant, écoute, là, il y a un problème, et point de vue physique, c'est un problème également, que, en fin de compte, à la limite, c'est son fric à la personne, et on est beaucoup plus limité dans ce qu'on peut faire, mais il y a quand même un tiers des personnes aux environs, en fin de compte, qui s'en mêlent, ce qui est, en fin de compte, une bonne chose. Plus de 24% des acheteurs achètent des choses qu'ils n'ont jamais utilisées. Donc, certains ne les enlèvent même pas du paquet, hein, ou ne le déballent même pas. Bon, bah, ils achètent le paquet et puis ils le mettent dans un placard et on n'en parle plus. La chose a été achetée. C'est ce qui était nécessaire. C'était pas trop l'utilité de la chose qui était nécessaire. Et la plupart des décisions d'achat impulsif sont faites après minuit. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, du fait où il y a des problèmes de définition par rapport à l'achat compulsif et l'oniomanie, beaucoup diront, dont moi, entre autres, que dans ce cas-là, c'est un achat impulsif et pas un achat compulsif. Mais bon, ça peut être un bon conseil pour vous, n'achetez pas après minuit parce qu'il se peut que vous allez acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin en fin de compte. Et environ 3% de la population européenne serait touchée. Alors les chiffres, c'est un peu difficile à trouver, encore une fois. Dans la population américaine, j'ai vu des chiffres qui allaient de 2 à 18%, ce qui laisse quand même une sacrée marge. Mais le chiffre que j'ai vu le plus régulièrement, ça a été aux environs de 5,8% ou 6% de la population, ce qui représente quand même pas mal de personnes. Alors, le trouble de l'achat compulsif ou l'oniomanie, on va souvent le voir en comorbidité, c'est-à-dire avec, en tant que ou avec un autre trouble. On va souvent voir ça avec des sautes d'humeur, les personnes qui ont des problèmes d'humeur. On va voir ça avec l'anxiété, la toxicomanie, les gens qui ont des troubles de l'alimentation, et puis aussi des états dépressifs. Très souvent, on va voir que à côté de ce trouble, il va y avoir une possibilité et il va y avoir des gens qui vont avoir le trouble de l'achat compulsif. J'ai pas mal de mes clients et de mes clientes ont parlé d'achat compulsif quand ils étaient en relation avec une personnalité toxique, avec une personnalité qui était ou sociopathe ou narcissique. Dans une période, en tout cas, ils ont eu une période d'achat compulsif et ça pourrait être apparenté, d'après moi, hein, à une espèce d'état dépressif ou une façon d'essayer de se sortir de la situation de pression sous laquelle on est dans une telle relation. Euh, la, la plupart des personnes qui ont ce trouble, en fin de compte, ont un problème à gérer leurs émotions, surtout les émotions négatives. On voit souvent ce genre de trouble, ce trouble apparaître vers la fin de l'adolescence. La plupart des oniomaniaques ont déclaré avoir commencé ce genre de comportement
vers l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, 19 ans. Donc c'est vers cet âge-là que ça commence à se développer. Et puis, ça touche plus les femmes que les hommes. Alors là, encore une fois, j'ai des chiffres très différents. Dans certaines études, c'est 90% sont des femmes, alors que 10% sont des hommes. Dans d'autres études, c'est plus ou moins 50-50, mais les femmes achètent plus de choses à moindre prix. Ça va être des parfums, des vêtements, etc. Que les hommes, ça va être moins de choses, mais ça va être des choses plus coûteuses, des gadgets électroniques, des ordinateurs, une voiture, des trucs dans ce genre-là. Mais donc, là, on a du mal à voir un petit peu, c'est un petit peu opaque, mais donc ça va de 50-50 à 90-10% à voir. Mais dans tous les cas, il y a de toute évidence un problème de gestion des émotions. On peut voir que les personnes qui ont... Bonsoir Diana, bon, ben, vous êtes en retard, vous avez un mot d'ailleurs, parce que si vous n'en avez pas, vous ressortez à aller en chercher un. Non, bon, bienvenue, pas de souci. Ok, oui, le problème des émotions, le problème de gestion des émotions et de gestion des compulsions, ça on peut le voir déjà dès l'adolescence et cela pourrait être une indication pour divers troubles, donc, et entre autres ce trouble-là. Et donc, quand on parle d'achat compulsif, ce n'est pas seulement les personnes qui achètent de façon démesurée, mais c'est aussi les personnes qui vont faire du shopping pendant longtemps, sans nécessairement acheter. Parce que, comme on le verra plus tard, une des phases de l'achat compulsif va être à choisir la chose, à y penser, à y réfléchir, à comparer, à souffrir presque en se demandant mais est-ce que c'est ça que je veux ou est-ce que je veux autre chose? Donc, cela inclut les personnes qui vont passer un temps démesuré à faire du shopping sans acheter, et puis les personnes qui vont acheter au-delà de leurs moyens ou même à l'intérieur de leurs moyens. Et donc, aux environs de 1,8% jusqu'à 8% de la population adulte aurait ce trouble. Oui, il y a Laurence qui me dit shopping à ce point comme Narcisse, sans pourtant acheter. C'était une personne narcissique, oui, c'est quelque chose qui est régulièrement fait par les personnes narcissiques parce que ça fait partie du processus de développement en fin de compte du trouble. Donc, justement, et c'est là qu'on y vient, il y a 4 phases pour l'instant qui ont été identifiées dans l'achat compulsif. La première phase, ça va être ce qu'on appelle la phase d'anticipation. Alors, dans la phase d'anticipation, la personne seulement une, voilà. Dans l'anticipation, la personne va être préoccupée avec son achat. L'achat spécifique, cet achat-là, ou alors les achats en général, s'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la personne va anticiper le truc et puis se dire mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que va comparer plein de choses, etc. Et dans certains cas, on peut se poser des questions si on est en train d'écouter ou de voir une personne qui est dans ce phénomène. On se dit mais pourquoi il ou elle passe autant de temps? Enfin, je veux dire, c'est un petit truc de rien du tout, c'est pas aussi important que ça, la différence est minime, pourquoi passer tellement de temps? C'est parce que l'anticipation fait partie justement du développement de la personnalité, enfin du trouble. La deuxième phase, ça va donc être la préparation. Alors là aussi, ça peut être pas mal de choses. La préparation, c'est bien entendu choisir la boutique, ça va être planifier l'excursion, et quand est-ce que je peux faire ça, le meilleur moment pour l'acheter, est-ce que ça va être un moment de solde, est-ce que ça va être par rapport à quelque chose d'autre. Enfin, toute la préparation de l'achat va avoir une grande importance en soi. La troisième phase est donc l'événement en soi, ça va être l'achat. Donc la personne va aller dans la boutique ou aller sur le site, si c'est quelque chose qui est acheté au travers d'Internet, et donc va faire l'achat. Et la quatrième phase, ça va être la phase d'excitation qui vont être au moment du paiement. C'est donc le paiement ou l'acquisition de la chose, de l'achat, qui va être le point fort de ce truc-là.
Et là est, en fin de compte, la chose importante du truc. C'est que la différence entre l'achat impulsif et l'achat compulsif, ça va être que pour l'achat impulsif, ça va être l'achat qui va être la chose importante. Ça va être acheter la chose et l'avoir en quelque sorte. Alors que le, euh, le compulsif, ça va être le fait d'acheter et de payer qui va être important. Peu importe la chose, ce n'est pas d'avoir cette chose qui va être importante. Ça va être l'action de l'acheter. En quelque sorte, quelle que soit la chose achetée, quel que soit le bien acheté, le buzz sera le même pour la personne compulsive. Alors que pour l'impulsif, ça va être d'avoir cette chose bien spécifique qui va être le buzz. Je ne sais pas si vous voyez la différence ou dans ce cas. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes font ce genre de choses et pourquoi d'autres ne le font pas? Alors là aussi, il y a pas mal de questions qu'on se pose. Encore une fois, c'est très difficile de trouver quelque chose de bien précis là-dessus parce que les études vont un petit peu dans toutes les directions. Mais on parle de perfectionnisme, le fait ça va souvent être pour faire quelque chose parfaitement et d'avoir quelque chose de parfait. Et ça, c'est important parce que lorsque dans le phénomène de l'achat compulsif, comme on va le voir un petit peu plus loin, il va y avoir une période de buzz, il va y avoir une période où les choses vont bien, et juste après l'achat, en fin de compte, il va y avoir une période où la personne va se sentir mal, va culpabiliser, etc., etc. Et c'est donc ce perfectionnisme qui va faire qu'on va être obligé de racheter autre chose parce que, en fin de compte, la chose qu'on a achetée, c'était pas parfaite, c'était pas ça qu'il fallait, il fallait autre chose, il fallait quelque chose de plus précis, quelque chose de mieux, etc., etc. En fin de compte, là où l'achat impulsif, ou l'achat en lui-même, qui soit ni impulsif, ni quoi que ce soit d'autre, l'achat sain, en quelque sorte, va remplir un besoin, que ce soit un besoin qu'on ait ou un besoin qu'on nous a fait croire qu'on avait, ça va remplir un besoin et ça va donner une satisfaction. Dans l'achat compulsif, du fait où la compulsion, le buzz et le paiement et l'acquisition, ça va faire qu'en fin de compte, une fois que cette chose est passée, ben, on va retomber dans le blues, on va se sentir mal et il va falloir refaire un nouvel achat. Donc en fin de compte, c'est un état d'insatisfaction totale. On n'est jamais satisfait de son achat. Du point de vue les raisons du trouble. Donc, à part la compulsion et l'impulsivité générale et le perfectionnisme, on a trouvé que apparemment, chez les personnes qui sont atteintes de ce trouble du comportement, le cortex frontal est plus activé que chez les personnes qui n'en ont pas besoin. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a cet achat ou est-ce que c'est la conclusion ou est-ce que c'est à cause de cette façon d'agir que ces choses se passent? On ne sait pas encore. On a vu donc que très souvent c'est en lien avec l'anxiété, c'est en lien avec la dépression. On en a vu aussi en lien avec les PTSD, c'est-à-dire donc le trouble traumatique. Donc on va dire que cet achat compulsif est une espèce de sparadrap que les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions négatives se mettent pour essayer de survivre ou de surmonter certaines choses. Dans les causes, il y a bien entendu les raisons de psychologie sociale, où on va dire que les conditions sociales jouent un rôle important dans l'oniomanie. On est dans une culture, dans une société de consommation qui contribue en fin de compte à tout ça. On est dans un état de dépendance des choses. Il faut avoir certaines choses pour être quelque chose, pour avoir une importance, pour avoir un rôle dans la société, pour être quelqu'un, pour pouvoir être un moi, pour pouvoir être dans une catégorie sociale, pour prouver qu'on est comme les autres ou mieux que les autres, etc. Et puis bon, bien entendu, vous avez toutes les cartes de crédit, les entreprises de cartes de crédit qui jouent là-dessus, qui jouent sur les publicités aujourd'hui sont très souvent basées sur des théories psychologiques. On joue beaucoup sur ce genre de choses.
Les cartes de crédit, les crédits sont faciles à obtenir et on vous les donne presque, on vous les offre presque. Donc, cette propagation des valeurs matérialistes, culture de consommation, tout ça, le neuromarketing agressif qui a été fait, l'identification qu'on a aujourd'hui à l'achat d'articles, les facilités d'achat par Internet qui ont été encore plus facilitées après la crise du Covid-19, ben, ça fait que tout ça, ça nous aide pas à arranger les choses. Donc ça serait les causes. Il y aurait des causes sociales, il y aurait des causes psychologiques éventuellement, peut-être des causes neurologiques auxquelles je ne crois pas trop, je dois dire. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais les causes, pour l'instant, c'est pas plus connu que ça. Ce sont des théories. Toutes, en ce moment, sont des théories. Euh, et pour l'instant, on n'en a pas encore fait un trouble de la personnalité. C'est en train d'être proposé. On propose donc le trouble de l'achat compulsif ou l'oniomanie. Et on a proposé quelques critères qui pourraient être les critères qui pourraient dire que telle et telle personne souffre donc d'oniomanie. La première, c'est donc la préoccupation excessive avec l'achat, dont j'ai parlé, le fait que c'est vraiment une préoccupation, ça n'est pas seulement un besoin. Euh, la détresse ou cette déficience qui résulte de l'activité. Alors ça, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que ça mène à un cercle vicieux d'escalade euh, où l'achat a des hauts et des bas. C'est-à-dire que l'achat, il est suivi d'un sentiment de déception, il est suivi d'un sentiment de culpabilité, ce qui fait qu'il précipite le sujet dans un nouveau cycle d'achat impulsif pour se sortir justement de cet état de culpabilité. Et donc la personne qui est devenue dépendante dépend de plus en plus des émotions négatives, la colère, le stress, etc. Et donc la meilleure façon de s'auto-médicamenter, ça va être donc de faire d'autres achats qui vont être suivis par le regret, par la dépression. De retour chez elle, elle va envie d'en acheter plus. Et puis donc on arrive à une aggravation. Et puis ben justement, en mesure que cette dette augmente, les achats compulsifs deviennent de plus en plus secrets parce qu'il ne faut pas que les autres le savent. Et puis ben les achats vont être cachés, vont être détruits et la personne concernée va avoir honte de sa dépendance. Et puis ben, la roue tourne quoi, dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce qui correspond à cette détresse, cette déficience et donc cette continuation. Et donc cette personne va continuer à avoir ses envies d'acheter des achats. Elle va être en fin de compte constamment obsédée par l'achat et elle va être insatisfaite tout le temps. En fin de compte, ces achats ne vont jamais satisfaire la personne qui souffre de ça. Les conséquences peuvent être très graves, bien entendu, et ça peut être même dévastateur. Ça peut être dévastateur pour le couple, parce que c'est quelque chose qui peut foutre en l'air la vie de couple, ça peut foutre en l'air l'économie de la famille, etc. Et puis, bah, ça peut vous faire perdre votre emploi, ça peut mettre les gens endettés jusqu'à des situations relativement graves. Et puis, ça peut mener à la personne qui va voler, qui va détourner de l'argent, qui va faire des prêts par-ci par-là, qui va arnaquer des gens pour essayer de se procurer de l'argent. Enfin bref, il peut y avoir toute une suite très compliquée qui peut mener les gens en prison et qui va faire qu'en fin de compte, on risque de ne pas voir ce genre de personnes comme souffrantes ou comme ayant un trouble psychologique. Il est à savoir que ce trouble psychologique est légalement reconnu par la justice française, donc, mais il faut passer par des psychiatres, etc., pour être reconnu comme souffrant de ce trouble, ce qui peut alléger la facture, en quelque sorte, si la personne a commis des délits ou voire des crimes. Mais très souvent, à cause du stress et à cause de différentes choses qui en suivent, ça peut mener à des situations des problèmes de santé physique et puis des relations ruinées et voire au suicide. Hein. Des gens se sont suicidés comme suite
à ça. Mais encore une fois, pour l'instant, nous avons que des propositions de critères. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Selon une expression qui m'est chère, un de mes clients m'a dit un jour. Et personnellement, je ne suis pas sûr que ça puisse entrer dans le terme de trouble de la personnalité, car un trouble de la personnalité est quelque chose avec lequel on est né et qui va durer toute la vie et dont on ne peut généralement que très rarement être guéri, parce qu'on ne peut pas guérir de sa personnalité. On peut améliorer certaines choses dans certains troubles de la personnalité, mais pas dans d'autres. Donc, trouble de la personnalité, ça me paraît un petit peu trop renfermé et bloquant. Et de plus, j'ai trop vu ce trouble en période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les personnes peuvent souffrir de ce trouble et après s'en sortir. Que vous n'avez jamais vu une personne être sociopathe pendant une période et après s'en sortir, par exemple. Ou la personne est sociopathe ou elle ne l'est pas. Donc, je ne suis pas trop sûr que cela le fasse jusqu'à une définition dans le DSM-5, ou 6 ou 7 ou 8, mais pour l'instant, donc, on en est là dans les critères. Alors, est-ce qu'on peut travailler ce genre de truc? Eh oui, vous en avez de la chance. Justement, encore une fois, au contraire de certains troubles psychologiques ou troubles de la personnalité comme le narcissisme ou la sociopathie, eh ben oui, on peut en guérir, on peut s'en sortir. D'après toutes les recherches qui ont été faites, le meilleur traitement possible est la thérapie cognitive et comportementale. Pour l'instant, c'est la seule chose qui a fonctionné. Alors, dans certains cas, il y a eu des traitements qui ont été mis avec aussi des traitements médicamenteux. Ça a été généralement lorsque la personne a souffert d'anxiété, a souffert de dépression à côté, pour améliorer ou faciliter le travail. Encore une fois, ces études nous viennent des États-Unis, et là, on va vous donner les antidépresseurs presque comme des bonbons au travers de la thérapie, vu que ce sont des médecins qui font la thérapie. En règle générale, je dirais que ce n'est pas nécessaire, à part s'il y a vraiment une comorbidité psychiatrique, pas seulement psychologique, mais si vraiment il y a des troubles psychiatriques à côté, peut-être que ça peut devenir nécessaire, mais sans ça, je dirais que les traitements médicamenteux ne sont pas nécessaires. Généralement, on a vu des améliorations très évidentes après 10 semaines de traitement, donc 2 mois et demi, 3 mois. Mais dans ce cas-là, il faut venir une fois par semaine. Il faut un suivi. Et puis, généralement, après 6 ou 7 mois, la personne s'en est sortie. Donc, oui, ça n'est pas une situation désespérée. Ça peut être quelque chose qui peut venir et repartir de soi-même. On peut s'en sortir tout seul si c'est quelque chose qui est inhérent à une situation. Par exemple, si vous êtes en relation avec une personne toxique et que c'est une façon de vous en sortir, à partir du moment où vous sortez de la relation, vous pouvez plus facilement vous en séparer. Éventuellement, vous pouvez prendre quelques heures avec un psy cognitif, et puis vous en sortir comme ça avec plus de facilité. Mais généralement, donc, ce n'est pas une situation catastrophique, j'allais dire catastrophale parce que c'est en danois, catastrophique en français. C'est pas une situation catastrophique et vous pouvez parfaitement vous en sortir, et puis voilà. Alors voilà, c'était le sujet pour ce soir. Il n'y avait pas eu de questions, vous m'avez écouté, vous avez été sage comme des images, c'était parfait, mais qu'est-ce que vous avez été sage. Alors, écoutez, si vous voulez que je parle d'un autre sujet ou si un sujet vous intéresse à un moment donné, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec des questions à cyril@malka.fr et je verrai ce que je peux faire pour vous. Sans ça, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire sur un autre sujet. Et puis donc, bonne soirée, bon dimanche, à bientôt, au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka.
Cyril Malka, sans divan.